Je remercie l'Académie d'Agen de m'inviter sur sa chaîne YouTube. Je suis Franck Bourguet, doctorant à l'Université Bordeaux-Montaigne. Je prépare une thèse d'histoire rurale viticole sous la direction de Madame Stéphanie Lachaud et je suis très heureux de partager aujourd'hui quelques éléments de l'histoire des encore trop méconnus vignobles Lot et Garonnais. Dans son Histoire de la vigne et du vin en France, publiée en 1959, Roger Dion a tendance à présenter les vignobles des hauts pays, dont ceux du Lot-et-Garonne, comme étant en décadence, des vignobles en recul. Or, cette interprétation pour les 18e et 19e siècles est contestée par Henri Anjalbert dès 1975, puis par Jean-Pierre Poussou dans sa thèse en 1978, ainsi que dans deux articles publiés en 2000 et 2010. Leurs travaux soulignent au contraire une progression évidente des surfaces viticoles stimulée par une demande croissante. En réexaminant les sources, on ne peut que confirmer quelque part l'exactitude de cette dynamique jusqu'aux années 1870. En effet, malgré l'arrivée de l'oïdium après 1850, la vigne en Lot-et-Garonne continue de s'étendre selon des variations locales et globalement les rendements augmentent. Ensuite, les ravages du phylloxéra, aggravés par le mildiou et le black rot, constitue certes une rupture profonde, mais n'entraîne pas l'extinction de la viticulture dans le département. Ce constat invite donc à envisager la viticulture au-delà des crises et à nuancer fortement l'idée que le 19e siècle ne serait quelque part que ce siècle noir de la viticulture. Pour essayer de démontrer cela, je souhaite m'appuyer sur les papiers de la préfecture et ceux des fonds et sur les fonds communaux postérieurs à 1790 qui sont déposés aux archives départementales de Lot-et-Garonne. Donc, au 19e siècle, la France concentre près de 40% des surfaces viticoles et de la production mondiale de vin. Cette activité reste le meilleur moyen de tirer parti d'une toute petite propriété et de faire vivre une famille. Mais qu'en est-il pour le Lot-et-Garonne? Eh bien, en 1788, le département compte environ 55 000 hectares de vignes, une surface qui va croître et qui va croître d'une vingtaine de milliers d'hectares jusqu'aux années 1870, en suivant la dynamique nationale d'extension des vignobles, une dynamique que l'on peut rapprocher à ce qu'on appelle le phénomène de démocratisation des vins, c'est-à-dire la poursuite d'un élargissement quelque part de la consommation de vin au milieu populaire. En parallèle donc de cet accroissement de la surface viticole, les rendements progressent eux aussi. On passe de 9,5 à 14 hectolitres hectares et on s'approche les meilleures années, épisodiquement donc, des 20 hectolitres hectares, ce qui reste tout de même en deçà des moyennes observées à l'échelle française. Et l'ensemble, quelque part, des données exposées jusqu'à maintenant montrent une progression notable en quelques décennies. Cependant, encore faut-il les interroger, ces données. Comment sont-elles produites? Quelle fiabilité est-ce qu'on va leur accorder? Eh bien, dès le premier quart du 19e siècle, l'administration cherche à établir, dans le cadre départemental, des indicateurs permettant de mieux connaître et de mieux encadrer l'agriculture et l'industrie en procédant à des enquêtes. Et les résultats de cette enquête, petite précaution, ils sont à considérer non pas comme des valeurs absolues, mais comme des ordres de grandeur, puisque ces résultats reposent sur des estimations. Par exemple, en 1829, l'une de ces enquêtes impose à chaque préfet de répondre dans les plus brefs délais à un questionnaire sur la viticulture. Une fois les informations recueillies, elles sont reportées dans le document que je vous présente dans un tableau de synthèse. Et ce tableau de synthèse dévoile plusieurs limites méthodologiques. Par exemple, le questionnaire initial ne prend pas en compte des spécificités locales. Et donc, quand la vigne, comme dans le cas du Lot-et-Garonne, quand la vigne est cultivée en association avec d'autres cultures sur une même parcelle, il faut se référer à la case observation en fin de tableau pour avoir davantage d'informations. Il y est écrit, je cite, dans la contenance des terres plantées en vigne, on a compris celle des terrains connus sous la dénomination de Cans, mais non pas les terrains connus sous la dénomination de Joyer.
Ces dernières sont des terres labourables plantées en vigne, mais dont les intervalles sont plus espacés que les cances. Comme la culture dominante n'est pas la vigne, les instructions sur le cadastre s'opposaient à ce qu'elle figurasse avec cette dernière nature. Il a été impossible de les relever distinctement et de les donner là. Donc, finalement, à travers cet exemple, on voit que la fiabilité des résultats et des décomptes est assez incertaine. Cependant, ce document montre aussi l'importance essentielle, à mon sens, de ces courts paragraphes descriptifs qui sont adjoints au tableau, parce que lorsqu'on les met bout à bout au fil des différentes enquêtes, ils apportent beaucoup à la compréhension qu'on peut avoir de ce vignoble, et cela permet également de déceler plusieurs dynamiques qui ont contribué à l'extension de la viticulture lot-et-garonnaise du 1er 19e siècle. J'en ai obtenu quelque part un résultat en 5 points que j'expose ici. Donc, cette dynamique d'extension, premièrement, elle est favorisée par une forte demande et des prix élevés. Ensuite, les plantations de vignes jusqu'à la veille du phylloxéra continuent de progresser. Elles continuent de progresser à la fois sur des terrains qui sont défrichés où l'on trouvait auparavant des bois, mais aussi sur des terres où étaient semées des céréales, donc en plaine, sans pour autant investir les meilleurs fonds tout de même. Troisièmement, en plaine, la vigne est associée à des cultures intercalaires sur une même parcelle, ce qu'on appelle joual ou canse, cancé, mais ce phénomène, comme nous l'avons vu, aussi répandu soit-il, est difficilement quantifiable. Quatrièmement, là où les surfaces ne progressent pas, on observe une amélioration de l'encépagement qui vise d'abord, à mon sens, à augmenter les rendements et dans une moindre mesure à augmenter la qualité. Et cinquièmement, certains vignobles sont en partie spécialisés dans la distillation, notamment dans l'arrondissement de Marmande. Une fois ce premier tableau du vignoble lot-et-garonnais dressé depuis le début du 19e siècle jusqu'à la veille du phylloxéra, il devient possible d'entrer dans le détail, d'affiner l'analyse en vue de mieux comprendre la diversité des pratiques, la diversité des usages. Et à ce titre, je souhaite m'appuyer sur la liste de cépages établie en 1866 dans le département, qui permet d'exposer quelque part toute la complexité de la viticulture lot-et-garonnaise. Donc, en 1866, une vaste enquête sur les cépages présents dans le département est lancée par le préfet Paul Féart auprès des édiles municipaux. Il est demandé aux maires des communes d'indiquer les noms et qualités des cépages cultivés dans leur commune dans le but d'arriver à établir une synonymie générale des variétés de vignes existant dans le département. Quels sont les objectifs? Il y a tout d'abord des objectifs à visée agronomique, à visée économique, mais aussi il y a derrière cela l'idée de l'organisation d'une exposition viticole prévue à la préfecture au mois d'octobre de la même année, une exposition qui va avoir lieu, effectivement. Et donc, concrètement, à quoi ressemble, comment prend forme cette enquête? Donc, premier élément, il y a un pli qui est envoyé à tous les maires du Lot-et-Garonne depuis la préfecture au début de l'année 1866, au mois de février. Ce pli, il se compose d'une lettre circulaire qui précise les modalités pour mener à bien les relevés, d'une notice qui précise quant à elle le projet de synonymie des cépages et d'un tableau vierge qui a sur sa page de garde le modèle à suivre pour le compléter. À l'échelle du département, les résultats obtenus suite à cette enquête indiquent qu'il y a environ 2 tiers de cépages noirs ou rouges, un tiers de cépages blancs et une minorité de cépages qui sont appelés de couleur intermédiaire. Mais plus encore, il me semble que la nomenclature très diverse met en lumière tout un ensemble de cépages qui composent le vignoble du Lot-et-Garonne. Un ensemble qui est de prime abord assez difficile à saisir. Et donc, j'ai essayé de proposer une typologie non exhaustive de l'origine de certains de ces termes qu'on a bien souvent oubliés aujourd'hui. Donc, la typologie de la nomenclature des cépages en Lot-et-Garonne, bien tout d'abord, à ce niveau-là, nous avons des noms qui sont issus du patois. Je pense par exemple au Koufidou, qui voudrait dire le raisin à confire.
Il y a d'autres noms qui renvoient à une provenance supposée ou attestée. Je pense ici à une provenance de l'étranger, comme avec le Béni Carlos ou le Plan de Calabre, mais aussi d'autres vignobles français. Quand on parle du Languedoc, en Lot-et-Garonne à cette période-là, c'est pour désigner l'Aramon ou bien le Piquepoul du Quercy. Ensuite, j'ai distingué des noms performatifs, des noms qui renvoient directement aux propriétés du cépage, comme le teinturier. Son nom l'indique, il est là pour colorer, relever la couleur du vin. Et enfin, des noms qui sont donnés en fonction de caractéristiques morphologiques. Nous avons le grappu, celui qui fait de grosses grappes, ou le grand feuille, qui a de grandes feuilles. Le raisin, la variété nommée mamelle de chèvre. Donc là, ce serait plutôt des raisins qui soient ovoïdes, un petit peu pointus. Ou bien l'œil de perdrix et l'œil de grive, là, ce serait des raisins plutôt ronds et tout petits. Donc, on voit ici quelque part toute la complexité finalement de cet encépagement et une complexité qui se corse encore lorsqu'il existe une quantité de noms différents pour un seul et même cépage. Et là, je pense à l'exemple du Jurançon. Pour le jurançon, on a tout d'abord plusieurs orthographes dans les sources et qui traduisent, à mon sens, différentes prononciations. On retrouve le jurançon écrit Judançon, Jurançon, Durançon, Gérançon. Donc, ce qui a déjà des petites variations locales. Ensuite, on lui connaît plusieurs synonymes dans le pays. Dans le pays, il faut comprendre par là, dans le département. Donc, parfois, ce Jurançon, suivant les communes, il va avoir un tout autre nom. On va l'appeler enraja, petit enraja, plan de dame, folle blanche, quillard, quilla, plan de quillard. Donc on voit toute la complexité quelque part de cette nomenclature des cépages. Et enfin, on lui connaît plusieurs synonymes en dehors du pays, donc en dehors du département. En Armagnac, le Jurançon, on l'appelle piquepou, ou bien dans le Gers, il va s'appeler lectouré. Donc, on a quelque part ces différentes dénominations qui dévoilent toutes les difficultés que l'on peut éprouver au moment d'identifier et de nommer un cépage, y compris d'une commune à l'autre. Du reste, il me semble que ce document est tout à fait remarquable en dehors de ce patrimoine ampélographique et de cette diversité de nomenclature, tout à fait remarquable par l'éclairage qu'il apporte sur un processus de sélection, un processus de sélection étroitement lié à deux idées. L'idée de performance, d'une part, et d'autre part, l'idée d'adaptation. On distingue, et je m'explique ici, on distingue les cépages qui sont considérés comme les plus productifs, ceux qui font le meilleur vin, ceux qui se conservent bien ou qui conviennent le mieux aux conditions physiques et climatiques du lieu. Donc, on distingue ici, en somme, ceux qu'il faut prioriser lors de nouvelles et de futures plantations. Enfin, cette source même si elle est imparfaite quant à ses objectifs initiaux, elle demeure très précieuse car c'est l'un des derniers témoignages d'un patrimoine ampélographique en grande partie détruit une dizaine d'années plus tard par le phylloxéra. Le phylloxéra, justement, parlons-en. Le phylloxéra, responsable de la destruction des vignobles français, est un puceron originaire d'Amérique du Nord. Ce puceron vient piquer les racines de la vigne pour aspirer la sève. Il provoque à cette occasion des lésions qui empêchent la plante d'absorber correctement l'eau et les nutriments du sol. Progressivement, cette plante va s'affaiblir, elle va jaunir et puis mourir après quelques années. Ce puceron américain est qualifié de Vastatrix et il apparaît en France au début des années 1860, d'abord dans le Gard, puis vers 1863 en Gironde. Quant au département du Lot-et-Garonne, celui-ci est frappé un petit peu plus tardivement. Le 1er juin 1875, le sous-préfet de l'arrondissement de Marmande signale qu'en présence de M. Tranty, maire de Marmande, et de M. Peyrelongue, qui est membre de la Société des agriculteurs de France, il a été constaté sur un point de la commune la présence du phylloxéra dans une vigne où les racines sont couvertes d'insectes. Et il nous dit, d'après les renseignements recueillis, le mâle doit remonter à 3 ans. À cette heure, les ravages doivent avoir commencé sur un grand nombre de points encore ignorés. Il en résulte qu'on ne peut qu'entrevoir la marche plus ou moins rapide de l'insecte. Eh bien, effectivement,
3 ans plus tard, nous avons 99 communes du département qui sont atteintes et l'année suivante, 4500 hectares ont été détruits. Plusieurs milliers sont également envahis sans avoir encore succombé. Le 19 mai 1881, une lettre tout à fait intéressante et assez éloquente du maire de la commune de Virazeille, envoyée au préfet, dresse un tableau très sombre de la situation. Il écrit: Depuis 3 ans, le phylloxéra s'est emparé de nos vignes et sévit dans nos régions avec une intensité foudroyante, présageant à brève échéance la destruction complète de nos cépages français. À cette heure, notre commune jadis si florissante n'offre à l'œil attristé que des coteaux dépouillés de verdeur dus à une végétation languissante. Enfin, au printemps 1883, le préfet constate qu'à part 3 ou 4 communes voisines des Landes et dans lesquelles il n'y a pas de vignes, toutes les communes du département sont phylloxérées. Donc, finalement, tous ces témoignages constituent un triste bilan. Un triste bilan qui confirme néanmoins l'omniprésence de la vigne dans le département, mais qui montre surtout l'ampleur de cette crise qui conduit à la ruine de nombreux viticulteurs. La progression de l'insecte bouleverse profondément les paysages viticoles à ce moment-là, et une progression qui se montre si rapide qu'en moins de 10 ans, l'ensemble du Lot-et-Garonne est durement touché sans qu'il n'existe encore de remède efficace, même si la lutte est en train de s'organiser. En effet, à partir de 1871, une commission centrale, donc là on est à l'échelle du pays, à l'échelle de la France, une commission centrale du phylloxéra se met en place sous le patronage du ministère du Commerce et de l'Agriculture. Donc en 1871. En 1874, 3 ans plus tard, il est demandé aux préfets d'établir dans leur département des commissions analogues pour étudier, prévenir, limiter et empêcher le phylloxéra. Ces commissions départementales sont subdivisées en comités d'arrondissement et en sous-commissions cantonales. En Lot-et-Garonne, la commission départementale du phylloxéra est établie le 3 juillet 1876 et on observe aussi une mobilisation qui se structure dans les villages par la suite pour diffuser les recommandations de cette commission et faire connaître les résultats des expérimentations censées trouver des moyens de lutter contre le fléau. Ensuite, pendant la décennie 1880, le débat reste vif entre 2 camps. Entre le camp des sulfuristes, c'est-à-dire le camp des partisans de la méthode qui consiste à traiter la vigne avec un insecticide appelé sulfure de carbone, un insecticide que l'on diffuse au pied du cep à l'aide d'un outil qu'on appelle le pal injecteur, et qui est un procédé extrêmement coûteux, finalement peu efficace. Donc d'une part les sulfuristes, d'autre part les américanistes, qui sont eux partisans de l'introduction de plants américains résistants pour remplacer les plants français malades. Parmi les défauts de ces cépages venus d'outre-Atlantique, on peut relever le goût peu apprécié de leur vin, qu'on appelle un goût foxé, ainsi que leur adaptation difficile au sol calcaire lot-et-garonnais, puisqu'on nous dit souvent qu'ils souffrent de chlorose, c'est-à-dire d'une carence en fer dans ces sols-là. Cependant, entre ces 2 camps, ce sont à partir de 1888 les américanistes qui finissent par s'imposer en même temps que la libre circulation des cépages américains est autorisée dans tous les départements du pays. Toutefois, ce n'est qu'avec le procédé de la greffe, généralisé à plus grande échelle à partir des années 1890, que la lente et pérenne reconstruction tente à s'amorcer. Après avoir essayé de retracer un petit peu à grands pas, quelque part, cette avancée du phylloxéra, cette crise phylloxérique en Lot-et-Garonne, on peut se référer aux statistiques officielles qui nous montrent que ce n'est qu'en 1906 que l'on retrouve une superficie équivalente à l'année 1885, c'est-à-dire environ 51 000 hectares, qui sont encore loin de celles des années 1860, mais en nette reprise, en 1906, en nette reprise par rapport au seuil le plus bas qui a été observé en 1891 avec 34 500 hectares.
Et je souhaitais terminer ici en soulignant qu'au sortir de la crise du phylloxéra, le temps de la reconstruction s'impose aussi comme celui d'une profonde transformation, à mon sens, de la viticulture. J'ai choisi ici cette carte postale. Une carte postale qui nous montre une scène de vendange, photographiée après 1900 dans la commune de Damazan, au lieu-dit de Loustalais. Et nous avons sur cette carte postale, plus que les femmes et les hommes au travail, la vigne en elle-même qui retient l'attention, qui a retenu la mienne en tout cas, puisque dès le premier regard, elle évoque les parcelles d'aujourd'hui, vastes, ordonnées, en rang régulier, palissées avec des fils de fer, des piquets de tête, des échalas, et elle a été récemment labourée. On voit donc se déployer ici une forme de mutation de la viticulture, selon un mode de conduite pas encore devenu la norme, mais probablement assez désirable pour qu'il mérite d'être photographié. Et cette carte postale montre donc l'un des possibles de la reconstruction du vignoble, un paysage viticole fortement en contraste avec les plantations en foule, en joual ou en canse qui dominaient encore une trentaine d'années auparavant. En outre, ou même plutôt en parallèle de cette forme de modernisation quelque part, nous avons des plantations en plaine avec des plans d'abondance qui restent assez répandus et qui sont parfois même privilégiés. Or, au début du XXe siècle, le marché est encombré et un autre combat est en train de se jouer. À l'aube de ce XXe siècle, l'état d'esprit des vignerons lot-et-garonnais mêle, je l'imagine, incertitude, résilience et espoir de renouveau, tel qu'il s'exprime dans un poème affirmant que la vigne constitue véritablement un indicateur de la vie des gens. Je cite ce poème donc: Messieurs, je bois au vin, c'est le sang de la France, et je veux dans ce toast unir le verre en main aux douleurs du passé, le rayon d'espérance, à nos vignes d'hier, nos vignes de demain. Dans un rude sentier, chacun de nous s'avance, se heurtant et saignant aux cailloux du chemin. Pourtant, nul ne recule et chacun recommence le labeur de la veille et l'effort surhumain. Nous voilà à la fin de mon intervention et je vous invite, si vous souhaitez davantage de précisions sur ces thématiques, à vous référer au prochain numéro à paraître en fin d'année 2026 de la revue de la Jeunesse.